Bien, nous allons ouvrir cette troisième conférence de philosophie en accompagnement de l'Euro de foot. C'est notre troisième conférence et c'est notre deuxième allemand, ce qui prouve le caractère profondément européen de ces conférences. Et nous attendons encore, cette fois pour les demi-finales, un troisième allemand, ce qui indique où vont mes faveurs dans la construction européenne. D'autant qu'ensuite il y aura deux Italiens et que, comme je le disais déjà hier, j'ai dû anticiper le Brexit puisque aucun Anglais n'est au programme. Alors, je rappelle l'idée générale de ces conférences, c'est de façon délibérée le choix de ce qui est dit, de ce qui est traité, était laissé absolument aux participants. On n'a pas du tout cherché à suivre de façon nécessaire la question du sport, la question du foot. Et c'est une particularité, en réalité, de la conférence d'aujourd'hui, donnée par Gernot Kameke, dont je vais vous parler un peu plus longtemps, que d'avoir justement voulu lui consacrer sa conférence au foot, donc d'être vraiment absolument interne à notre moment. Puisque son titre, c'est, je le rappelle, le foot comme organe et champ de bataille des politiques réactionnaires, racisme et travail forcé. Il m'a tout de même indiqué au passage que, contrairement à ce que son titre peut laisser attendre, il va aussi défendre le foot d'une certaine manière. Ce qui ne veut pas dire qu'il va défendre le racisme et le travail forcé, ce qui serait quand même une entreprise extrêmement difficile. mais il va quand même, au fond, soutenir un rapport dialectique au foot dont il s'expliquera tout à l'heure. Alors, je rappelle simplement la suite de ce programme. Là, demain, nous terminerons les quarts de finale. Et ce sera notre second français, si je puis dire, Patrice Maniglier, qui va parler d'une autre fin du monde est possible, lecture d'un graffiti de Nanterre. Donc là, c'est une conférence qui va être en quelque sorte aussi liée à ce qu'a pu être la conjoncture politique dans la dernière période, avec une grande mobilisation des facultés, notamment de Nanterre et de Paris 8, autour de ce qui a été appelé Nuit debout et de la lutte sur la question de la loi sur le code travail. Et c'est à partir d'une chose qui a été écrite comme ça, par le mouvement, en quelque sorte, sur les murs de l'université de Nanterre, que Patrice Maniglier fera sa conférence. Ensuite, nous aurons le mercredi 6 juillet une petite pièce de théâtre à 4 personnages sur le problème de l'éducation aujourd'hui, qui sera donné par Alessandro Russo, premier de nos intervenants italiens, parce que je n'ai pas voulu rester enfermé dans le dialogue franco-allemand. J'ai quand même convié un troisième partenaire, les Italiens, le plus pertinent, à mon avis. Et cette petite rate, c'est sur le problème de l'éducation aujourd'hui, et elle sera introduite par Alessandro Russo, et 4 la joueront, dont moi, naturellement. Quand le théâtre passe à ma portée, je suis immédiatement candidat pour monter sur la scène. Et ensuite, le jeudi 7 juillet, nous aurons 2 conférences, une italienne et une autre par un ami allemand, Claudia Pozzana pour l'Italie et Jan Volker pour l'Allemagne. Et nous terminerons le dimanche 10 juillet pour la finale, où la conférence sera prononcée par moi-même, sous le titre « La philosophie peut-elle dire quelque chose du sport ?» Voilà. Alors, vous voyez que c'est un programme tout à fait ouvert, tout à fait complet, de cette façon, qui aborde les questions de la philosophie par des biais tout à fait différents et qui, en réalité,
peut aller jusqu'à la plus grande proximité avec ce qui se passe en ce moment et qui est l'Euro de foot. Et c'est de cela qu'en un certain sens, Gernot Kameke s'est chargé. Alors je voudrais le présenter. Vous remarquez qu'il s'est mis en tenue et il porte un maillot européen typique, à savoir le maillot de la Colombie. Alors, évidemment, il est, je vais le dire, notamment spécialiste de littérature espagnole, mais les Espagnols ont été malencontreusement éliminés, suite sans doute à une erreur de programmation des autorités footballistiques, une élimination manifestement prématurée. Et donc, il ne pouvait pas arborer les couleurs de l'Espagne. Et comme en réalité, je vais vous le dire, il est pratiquement colombien d'adoption. Il est là, il soutient ici les couleurs de la Colombie, qu'on peut, pourquoi pas, considérer comme une partie tout à fait significative de l'Europe. Surtout depuis qu'il y a eu le Brexit. On peut dire que nous saluons ici l'entrée de la Colombie en remplacement du Royaume-Uni dans l'espace européen. Alors, Gernot Kameke est professeur à la Humboldt-Université à Berlin et à l'Université nationale de Colombie à Bogota. Donc, c'est un signe du type de personnage qui est notre ami Gernot Kameke, qui était allemand d'origine, qui travaille à Bogota et dont vous allez voir tout à l'heure qu'il parle le français à peu près comme vous et moi. Et donc, c'est quelqu'un qui navigue dans les langues avec la plus grande aisance. Il est en fait spécialiste des littératures romanes, françaises et espagnoles. Donc, il est dans cette interrogation qui a une longue histoire, cette préoccupation des Allemands concernant l'univers des langues romanes, si je puis dire, à leur propre yeux méridional, enfin méridional et historiquement différencié par rapport à l'histoire de l'Allemagne. Et en fait, je crois que le centre de son intérêt, c'est en réalité la relation entre philosophie et littérature. Sa formation première et son métier sont plutôt du côté littéraire en apparence, mais il a un intérêt très vif pour la philosophie. Et en fin de compte, ce qui l'intéresse, c'est cette relation entre philosophie et littérature, qu'il saisit dans une perspective historique. C'est-à-dire, il essaie de voir comment se donne cette relation, notamment d'un côté dans la littérature de langue espagnole classique, notamment Cervantes, Quevedo, etc., mais aussi il est spécialiste de quelque chose de très peu connu qui est la littérature des Lumières en Espagne, c'est-à-dire le XVIIIe siècle espagnol du point de vue de son rapport à la philosophie des Lumières, qui est une zone dont qu'il éclaire, en fait, sur laquelle il met le projecteur de la pensée, alors que véritablement c'est quelque chose qui, en effet, y compris pour moi, est tout à fait frappant, c'est que dans l'histoire de l'Europe, il n'y a pas de XVIIIe siècle espagnol, de toute façon. Il y a un XVIIe siècle espagnol, un grand siècle d'or même, il y a de nouveau un romantisme espagnol au XIXe, mais un XVIIIe espagnol, c'est comme le grand absent, le grand fantôme de la littérature européenne, ressuscité par Gernot Kameke. Il fallait sans doute pour cette résurrection un Allemand. Là, une diagonale tout à fait remarquable. Voilà, par ailleurs, il s'intéresse aussi à la littérature latino-américaine et colombienne, etc., la plus contemporaine. Au fond, qu'est-ce qui se passe en Amérique latine dans le champ littéraire après Garcia Marquez, quelque chose comme ça, hein, après que le grand Garcia Marquez est un petit peu obnubilé l'espace existant, et donc il s'intéresse à la littérature latino-américaine du XXIe siècle, de tout de suite, de maintenant. Et par ailleurs, il s'intéresse à la philosophie contemporaine, et il faut le dire, tout spécialement à la mienne,
C'est une des raisons tout à fait narcissiques pour laquelle il est là. Quelqu'un qui s'intéresse activement à ma philosophie, alors que sa spécialité est le XVIIIe siècle des Lumières espagnoles, quelque chose qui m'intrigue et m'intéresse vivement. Et nous avons noué des relations depuis longtemps, en fait. En particulier, c'est Gernot Kabeke qui a traduit en allemand mon livre considéré internationalement comme un peu le plus important, c'est La lettre et l'événement, et il l'a traduit très tôt. Il a tiré là, et il a obtenu pour cela un prix allemand de traduction, pour la traduction de Lettres et l'événement. Et c'est d'ailleurs lors de la célébration de ce prix que nous nous sommes connus, nous nous sommes rencontrés, parce qu'il m'avait traduit, il a eu le prix de la traduction, et nous nous sommes rencontrés à l'occasion d'un rassemblement autour de la distribution de ce prix qui lui avait été donné, qui lui avait été accordé. Et par ailleurs, il a écrit un grand livre sur justement la prose littéraire des Lumières espagnoles, qui est évidemment un livre d'absolue référence concernant ce domaine. Tout ça, évidemment, est écrit dans la langue allemande. Et puis, il a écrit, il a produit, il a créé un entretien avec moi, probablement le meilleur entretien avec moi qui existe, je crois, on peut le dire. Il y en a eu plusieurs, des entretiens avec moi. Il y a une longue histoire de la publication des entretiens avec moi, mais l'entretien avec Gernot est tout à fait remarquable. Il est sous le titre ou le sous-titre « Conditions et infinité ». Conditions et infinité, dialogue avec moi. Alors, ce texte existe en français et il a été publié cependant en allemand. Donc encore une histoire de langue. On a vraiment des tas d'histoires de langue avec toi. Puisque ce texte, l'entretien a eu lieu en français, je suis bien incapable de faire un entretien en allemand. Et il a été traduit par Gernot, édité, mis en forme, et sous le titre Conditions et infinité, il est publié en allemand, et il en a déjà réalisé la traduction en espagnol. C'est bien qu'il se pourrait très bien que cet entretien qui a eu lieu en français existe en allemand et en espagnol avant même d'exister en français, puisqu'il n'a pas pour l'instant paru en français, mais on va essayer de faire qu'il finisse par paraître. Voilà ce que je voulais raconter sur Gernot Kabeke. Vous voyez que c'est quelqu'un qui a une circulation dans l'Europe des langues tout à fait particulière et intense. Et je vais maintenant lui passer la parole pour parler du foot. Merci beaucoup. Bonsoir. Vous m'entendez, j'espère. Je suis très heureux de parler ici dans ce cadre et j'en remercie vivement Alain Badiou, qui est ma référence principale dans les relations intellectuelles entre la France et l'Allemagne, mais c'est aussi le philosophe contemporain qui m'intéresse le plus. C'est un philosophe qui restera toujours dans l'histoire de la pensée, non seulement française. C'est pour ça que j'en suis très heureux et très honoré d'avoir la possibilité de parler ici, à côté d'un maître à penser. Badiou est un maître à penser pour moi, ce qu'on me reproche d'ailleurs de temps en temps en Allemagne. Et c'est un père électif et intuable. Et depuis quelques années aussi, un grand ami. Et voilà, pour ça, je suis très, très, très heureux. Merci beaucoup pour cette introduction aussi. Donc voilà, le titre de ma conférence a été cité, le foot comme champ de bataille des politiques réactionnaires, racisme, nationalisme, travail forcé. Mais j'ai ajouté un sous-titre pour rendre la chose un peu plus positive, disons, pour mettre l'évidence sur l'autre côté. Y a-t-il une vérité du foot en tant qu'art ou politique ? Donc, je considère donc ces petites pensées comme intempestives, mais en même temps, évidemment, contemporaines au quart de la finale de la Coupe d'Europe, du football entre l'Allemagne et l'Italie, qui est un classique du foot européen et qui décidera sur le possible adversaire de la France si elle
gagna contre l'Islande. Bon, avant de partir, je voudrais quand même faire une petite introduction sur le fait de cette situation, de parler en tant que philosophe allemand en France, et surtout en tant que penseur allemand, de parler sur le foot en France. C'est une situation subtilement difficile, il faut le dire, parce que les relations franco-allemandes et l'amitié franco-allemande passent à travers le foot aussi. On m'a récemment dit ou redit qu'il y avait la nuit de Séville. Non, je ne sais pas si vous vous souvenez de la nuit de Séville, le 8 juillet 1982, qu'on peut considérer comme un moment de crise dans les relations franco-allemandes. C'était la demi-finale de la Coupe du Monde d'Espagne. Une Espagne libérée de Franco à la fin de la transition. C'est au niveau du foot un des partis les plus captivants qu'il y avait. C'était la génération de Giresse et de Platini. C'était une demi-finale des Français qui étaient beaucoup plus forts que les Allemands, mais les Allemands avaient gagné dans les tirs au but. Et cette nuit de Séville est surtout rémémorisée à cause de la faute de Toni Schumacher contre Battiston, qui était une faute très très violente. Et Battiston résultait blessé gravement. Et ça a été renouvelé. C'était un événement au niveau du sport, premièrement, parce qu'on parle des matchs de foot entre la France et l'Allemagne avant et après la nuit de Séville. Mais c'était aussi un événement politique, parce que là, à ce moment-là, il y avait un certain renouveau de la haine historique, latente et promue par les nationalistes et des côtés du Rhin. Non, donc il y avait Toni Schumacher comme symbole de la face hideuse de l'Allemagne guerrière nazie. Et je pense que ça peut être considéré comme un des moments déclencheurs de l'amitié franco-allemande qui a été construite après. Je rappelle seulement que la fameuse rencontre entre Kohl et Mitterrand qui se prennent la main à Verdun, vous connaissez tous cette image, j'imagine, non, qui est le commencement politique officiel de l'amitié franco-allemande, a eu lieu 2 ans après cette Coupe du Monde, donc en septembre 84. On peut considérer ça comme une coïncidence, mais on peut considérer aussi que les relations franco-allemandes le démontrent, que le foot fait partie de la politique internationale de nos 2 pays, en tant qu'État ou en tant que nation culturelle dans le centre d'Europe. Et je voudrais donc en fait faire une réflexion générale sur le football et me questionner un peu sur les raisons pour la fascination qui existe du football. Pourquoi ce sport est tellement... pourquoi il y a une telle fascination pour le sport, et m'interroger sur les relations avec la politique. Non ? Donc, la première question serait donc, est-ce que le foot peut être considéré comme un miroir de la société ? Quels sont les éléments sociaux, économiques, culturels qui peuvent être véhiculés par le médium football ? Non ? Mais voilà, ça c'est peut-être l'aspect un peu évident de la chose, mais je voudrais, puisqu'on parle philosophie, quand même ajouter une réflexion philosophique. Est-ce que le foot peut contenir des processus de vérité ? C'est un peu ma question. Non, là, c'est une question philosophique, évidemment, par rapport à la pensée d'Alain Badiou. Non ? Pour qu'il y ait une vérité, il faudrait qu'il y ait des sites événementiels, des processus de fidélité, et un sujet surtout. Non ? Je crois que vous connaissez tous un peu la philosophie d'Alain Badiou, donc vous connaissez ces notions principales. Et le sport, il faut dire, ne figure pas parmi les situations humaines qui englobent des conditions génériques pour une vérité en philosophie. Ça, c'est clair. Non ? Ces conditions appartiennent aux 4 domaines fameuses que vous connaissez tous, qui sont la politique, l'art, la science et l'amour. Et dans
ici, le sport ne figure pas, et le foot ne figure pas. Donc, mon hypothèse, c'est donc, s'il y a une vérité du foot, elle relève de l'art ou de la politique. Et ce serait donc une vérité secondaire. Voilà. Pour commencer, donc, je vais faire un petit aperçu historique sur le foot. Partant du constat que le football est le jeu collectif ou sport d'équipe le plus répandu ou le plus convoité dans le monde entier. Il y a des formes de synchronisation très fortes au niveau du sport même, qui se joue de la même manière partout dans le monde, et au niveau des spectacles qui se construisent autour de ce sport, véhiculés notamment par la télévision. Il y a un format élémentaire, un terrain déterminé de 6000 mètres carrés à peu près, qui est devenu lui-même entre-temps une mesure de superficie, puisqu'on dit c'est grand comme un terrain de foot, ou trois fois un terrain de foot, etc. Un terrain très déterminé sur lequel jouent 11 joueurs contre 11 joueurs qui disposent de 90 minutes ou un peu plus pour marquer plus de buts que l'adversaire. Marquer un but, c'est aussi quelque chose qu'on entend universellement. C'est toujours la même chose, en fait, mettre un ballon dans un endroit déterminé, très en détail. D'ailleurs, parce qu'un but, c'est de 7 mètres 32 cm de largeur et de 2 mètres 44 cm de hauteur. En même temps, c'est toujours autre chose, marquer un but. Non, pour un amateur de foot, chaque but est différent. Chaque but est une invention, comme disait Pasolini, une perturbation du code ou du système de signes que représente le football. Voilà, donc c'est le premier constat historique que je voudrais faire, que malgré les différences culturelles, il y a un comportement humain nivelé et égalisé à une échelle mondiale au niveau des joueurs et, ce qui est plus étonnant encore, au niveau des spectateurs. Les endroits où on regarde les matchs de foot sont toujours les mêmes, un peu partout dans le monde aussi. C'est d'abord les stades, évidemment, mais aussi les espaces réservés aux supporters. On dit fan zone, même en français, j'ai appris. Mais il y a la télévision en réunion familiale, amicale ou autre. Il y a des manières typiques de suivre un match. Et ces manières sont répandues dans le monde entier. C'est vraiment fascinant. Je donne un exemple d'un film artistique sur le football qui s'appelle The Final Kick. C'est un documentaire de Andreas Rogenhagen, un Allemand, un documentaire sur les relations des spectateurs qui ont regardé la finale de la Coupe du Monde en 1994 entre le Brésil et l'Italie. C'était la finale de la Coupe du Monde aux États-Unis. Et c'est la première qui a dû se décider par des tirs au but. Et le réalisateur a utilisé des prises de 40 différents pays. C'est vraiment, par exemple, on voit des groupes de spectateurs dans un terrain de camping hollandais, dans un monastère bouddhiste du Tibet, dans une prison à Minsk en Biélorussie, dans une usine iranienne, dans un village amazonien, dans la gare centrale de Pékin, dans un habitat de l'île Trobriand de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et d'autres. Et tous ces hommes ou femmes, selon les situations, se comportent de manière très similaire. En réaction à des très rares mouvements événementiels de ce match, c'est vrai, il y a seulement le tir au but, mais c'est vraiment étonnant. Donc, comment un Indien amazonien se comporte de la même manière qu'un Chinois ou qu'un travailleur iranien sur les gestes qu'ils font quand il y a un but ou quand le but est marqué. Donc voilà, pour ressortir cette potentialité universelle, disons, il y a des moments spéciaux dans le foot, et c'est notamment les coupes du monde ou des coupes comme l'Euro. Je crois que, ou c'est même un fait, au niveau de la quantité des participants à une communication simultanée, il y a, à l'exception de l'alunissage de l'Apollo 11 en 1969, il n'y a pas d'événement médiatique à écho plus grand que les finales de la Coupe du monde du football.
Et cette quantité est en augmentation tous les 4 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc on peut se demander pourquoi cette fascination. Et évidemment, il y a beaucoup de raisons afin de spéculer sur les faits. Et je vais vous en donner quelques-unes. La première particularité, ou la première raison pour la fascination du football, je pense, est une particularité anthropologique de jouer avec les pieds. Cette partie du membre inférieur de l'homme est anatomiquement extrêmement compliquée. Non, on le sait parce que, comme les amateurs de foot suivent aussi les histoires des maladies ou des blessures que les joueurs souffrent, et l'anatomie du pied est vraiment compliquée. Donc, il y a tout un savoir autour, et des médecins qui sont spécialisés pour soigner les joueurs de foot. Mais je crois que cette particularité est vraiment anthropologique. Si l'on croit aux œuvres d'André Leroi-Gourhan, anthropologue français très fameux, l'être humain se distingue justement des animaux justement par le fait qu'il avait affaibli ses jambes au profit de ses bras et ses mains. Et mouvoir un objet à travers les pieds en interdisant justement d'utiliser les mains, c'est un geste anthropologique universellement reconnaissable. Mais c'est aussi un geste de se mettre volontairement dans la position d'un handicapé, aux jambes démesurées, ça se voit. Non, il y a des joueurs qui n'ont plus de bras, mais des jambes comme ça. Non, je pense que ce geste, on pourrait décrire ainsi le foot comme une transformation d'un handicap en art. Et il y a toute une tradition de rechercher une vérité artistique en se posant une difficulté intentionnelle. Non, l'exemple le plus connu au niveau littéraire, c'est dans la littérature française, peut-être Georges Perec, le roman La Disparition, un roman qui s'écrit sans utiliser la lettre E, la lettre la plus répandue de la langue. Et le foot, c'est ça, non, de s'interdire d'utiliser les mains, c'est se poser un handicap, c'est se mettre en handicap et transformer cet handicap en art. C'est à cause de ça que je crois aussi qu'il y en a qui disent que le foot est un des plus les jeux les plus beaux du monde. Voir 11 hommes ou femmes en mouvement symétrique déplaçant selon des règles évidentes et contestables, un objet facilement manipulable et rond dans un terrain déterminé. Il y en a qui disent que c'est le passe-temps le plus agréable du monde. Il y en a d'autres qui prétendent que ce passe-temps très agréable est même l'essentiel de leur vie. Il y en a qui insistent dans le fait que la fidélité de l'amour pour un club de football, qui paraît plus persévérant et d'une fidélité majeure ou du moins complémentaire à celle de partenaires dans beaucoup de couples d'amoureux. Le foot consiste donc en une esthétique très simple et en même temps très compliquée dans le détail, potentiellement événementielle et partagée universellement à travers les cultures et les langages. Voilà, donc le deuxième argument que je voudrais vous présenter pour expliquer la fascination du foot, c'est un argument historique qui montre que l'argument anthropologique n'est pas trop hors de propos. Parce que je crois que le foot est à placer dans une très large tradition. Ces institutions et règles, les règles du jeu, remontent au XIXe siècle en Angleterre. Mais sa forme, du moins en Europe, remonte au XVIe siècle en Italie. Mais encore, ses origines les plus lointaines montrent que le foot provient d'un contexte sacré des jeux de combat. Non ? Parce qu'il y a les Aztèques du Mexique, on dit Aztèques, dans la vallée de Oaxaca, qui jouaient un jeu il y a des sources dessus, du 7e siècle après Jésus-Christ, et ils jouaient un jeu qu'on appelle aujourd'hui, en espagnol, puisqu'on a perdu le nom aztèque, pelota, le ballon. C'était quelque chose entre le foot et le basketball, parce que le but était une espèce d'anneau fixé dans les murs de certains bâtiments sacrés. Et on ne savait plus très bien si le ballon a été joué avec les pieds ou la hanche. Donc il y a
un certain problème de source, non, puisque ces sources ont été entièrement détruites par les missionnaires espagnols. Donc, mais si on accepte cette origine, elle serait vraiment sacrée. L'autre source, un peu plus certaine, se trouve en Asie. On est au 7e siècle après Jésus-Christ aussi. On sait qu'à ce moment-là, en même temps que les Aztèques, un jeu comparable au foot a été joué en Chine, dénommé Tzu-Qiu, quelque chose qu'on retrouve toujours dans le long chinois pour le football aujourd'hui, Yingshi Tzu-Qiu. Et ça a été très probablement un exercice militaire. Donc il y a l'origine sacrée et l'origine militaire. Dans la dynastie Sui du 7e siècle, ces règles ont été fixées. Mais on ne sait pas très bien... ces règles n'ont pas décrit la fonction de ce jeu. Donc on suppose que ça a été pour l'entraînement de l'armée. Donc ça, c'est un peu les racines lointaines. Mais bon, pour parler du foot aujourd'hui, la racine moderne européenne se trouve en Italie. C'est la Florence du XVIe siècle, le calcio storico, une espèce de mélange entre le foot, le rugby et la boxe. C'est un spectacle militaire et aussi un divertissement aristocratique, une fête des Medici, qui se jouait à la Saint-Jean ou à l'occasion d'anniversaires royaux. Il y a des règles aussi, c'est 27 joueurs de chaque camp, le terrain est beaucoup plus vaste qu'un terrain de football. Et les Italiens aujourd'hui font des spectacles pour rappeler le fonctionnement du calcio storico. Et donc on peut suivre des matchs dans l'Internet. Donc il y a des matchs qui se font aujourd'hui à Florence, à la Saint-Jean, pour rappeler ces racines-là. Bon, je crois que pour arriver au football, il faut transformer le spectacle militaire et aristocratique en un divertissement populaire. C'est vraiment ça c'est l'histoire du foot. Et je crois que c'est une histoire un peu clandestine, non documentée, de ce qui se passe entre le XVIIe siècle et le XVIe siècle italien et le XIXe siècle. Parce que le foot aujourd'hui, c'est une culture du peuple. Les grandes entreprises en profitent, mais ne peuvent pas changer ce principe. La formation populaire s'explique peut-être par une espèce d'archaïsme cédé aux pauvres. Parce que, dans le XVIIIe siècle, on a tout réglé, sauf quelques divertissements qu'on a laissés aux pauvres. Je rappelle Rousseau, sa lettre à Lambert, qui disait que le peuple a besoin de diversions et des fêtes et non des spectacles comme les pièces de théâtre, qui sont le loisir des nobles et des bourgeois. Et donc on avait inventé des règles pour ces spectacles, mais on avait laissé aux pauvres donc les diversions, au divertissement, et qui se sont donc développés d'une propre manière. À partir du XIXe siècle, donc, le mouvement des masses sort des terrains de jeu pour occuper les alentours, qui deviennent les tribunes des stades. C'est l'origine de la culture des supporters, dont je vais parler un instant. La meilleure documentation de ce mouvement se trouve en Angleterre. On sait qu'il y avait des matchs entre des villages et des petites villes dans les alentours de Sheffield, de Manchester, dans le XIXe siècle. C'était des bandes de 100 jusqu'à 500 hommes qui lancent un ballon sans règle aucune en direction des buts installés qui représentent les portes des villes adversaires. C'est pour cela d'ailleurs que un but dans le football représente la porte de la ville, à l'entrée de la ville. Et pour arriver au football qu'on connaît aujourd'hui, il ne fallait plus qu'une intervention intellectuelle, puisque ça se développait dans la culture populaire, mais les règlements ont été introduits par l'université de Cambridge en 1848. Cambridge, qui est donc fondateur du foot moderne et non seulement de la rame. Eux ont spécifié que
il faut réduire le terrain, il faut réduire le nombre de joueurs. Non, il y a trop de dégâts s'il y a 500 hommes qui se battent, non, sans règle. Donc, en 1863 a été fondé donc, le Football Association. Et en 1870, ils ont réduit le nombre des joueurs à 11. Donc, depuis 1870, on joue à 11. Et c'est à ce moment-là aussi qu'ils avaient interdit d'utiliser la main. Non, donc, ça continue dans le rugby, mais dans le foot, c'est ça. Non. Donc, pour résumer des arguments anthropologiques et historiques pour la fascination du foot, c'est un jeu collectif de combat. Si on retrouve l'origine du principe même du jeu, non, comme on peut lire dans le beau livre Homo Ludens du philosophe hollandais Johan Huizinga, non, le jeu est une sublimation de la guerre. C'est une espèce de civilisation ou pacification, non, de quelque chose qui était vraiment guerrier. Donc les 11 joueurs en tant que guerriers sublimés, non, on peut considérer les 11 joueurs comme guerriers sublimés. Non, c'est un groupement complexe, mais un groupement qui ne constitue pas encore des compagnies ou régiments ou bataillons. Non. En même temps, la participation, il y a l'aspect de la participation à une bataille mise en scène, avec la pointe, je crois, que l'aspect guerrier du jeu sacré se déplace dans les alentours du terrain, où se développent des cultures de participation, de supporters, de hooliganisme, par exemple. Non, c'est les supporters violents qui rappellent un peu l'aspect guerrier de la chose. Non, mais ça ne se joue plus sur le terrain, sinon dans les alentours. Voilà. Le troisième argument pour la fascination, ou bien aussi la dissuasion du foot, c'est que c'est un business. Non, c'est un des business les plus propices du monde même. Non, c'est un des commerces les plus corrompus, non, qu'on peut voir dans le cas de la FIFA ou de l'UEFA. Non, je vous promets, je ne veux parler ni de Blatter ni de Platini. Le foot est non seulement le jeu le plus connu, mais aussi une des industries les plus convoitées. Non, ça se voit, donc, l'uniformisation du foot en tant que spectacle, affaire commerciale ou forme de vie, s'explique, à mon avis, surtout par sa conformité quasi parfaite avec le capitalisme international. Il suffit de voir le marchandise, le merchandising des joueurs, des terrains, des stades, des équipements, des vêtements, les droits de diffusion et de rediffusion. Les chiffres sont incalculables, surtout parce qu'il y a des bonnes parties qui se payent dans un marché noir accompagnant. Les exemples les plus spectaculaires, les plus connus, sont les transferts ou les montants du transfert de l'élite des joueurs, comme Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo. De temps en temps, la presse à sensation arrive à faire entrevoir quelques détails clandestins de ces achats et ventes qui étonnent par l'énormité des sommes véhiculées, qui vont jusqu'à 100 millions d'euros par un seul joueur. Mais ils étonnent aussi par l'archaïsme des clauses qui font bénéficier des conseillers, des membres de famille, des pères, oncles ou des entreprises médiatrices. Pour donner un chiffre, pour la saison 2015-2016, les droits de la diffusion de la Bundesliga, le football allemand, ont été vendus à la télévision allemande pour 1,1 milliard d'euros. C'est 1100 millions, enfin 1 milliard, 1,1 milliard. Cette somme est distribuable à les 18 clubs de la Bundesliga selon leur valeur sportive, c'est-à-dire selon le résultat de la Ligue. Et il y en a qui tirent de l'orgueil de cela, comme si ce chiffre disait que ce que vaut le football allemand. Tout en se plaignant qu'en Angleterre, dans la Premier League, on paye beaucoup plus. Mais ce qu'on considère moins souvent dans ce cas, c'est que les chaînes de télévision possèdent tant d'argent seulement parce que les spectateurs payent le droit de regarder ces chaînes, de sorte que tout un chacun est plus ou moins responsable de l'excès de ce business. Il y a une certaine spécialité de l'autre côté du Rhin, parce qu'il y a la redevance en Allemagne, parce que il y a la taxe, il y a une taxe d'État qu'on doit payer à l'État
et on est menacé de prison si on ne paye pas cette taxe, non, sous prétexte de maintenir la liberté de la presse. Mais voilà, c'est les deux grandes chaînes de la télévision allemande utilisent une grande partie de son argent public afin de l'investir dans le foot. Bon, il y a un aspect évidemment négatif, brutal de l'affaire commerciale, non, parce que ça crée des inégalités immenses. Non. Un simple calcul que je fais, représentant de la Colombie, le joueur colombien James Rodríguez gagne chez son club Real Madrid approximativement 12 millions d'euros par an. Ce sont 40 milliards de pesos colombiens. Cela donnerait, je me fais le plaisir de faire ce calcul, en supposant un salaire minimum mensuel de 800 000 pesos, ce qui est le triple de la somme que vivent beaucoup de Colombiens, pour 4 000 personnes qui pourraient se loger aisément dans le centre de Bogota avec seulement ce que gagne James Rodríguez un an, non. C'est la distance, peut-être, justement, qui fait rêver, non? Car qui voudrait prétendre qu'il serait juste d'exiger à James Rodríguez qu'il renonce réellement à seulement un mois de son salaire annuel afin de faire vivre 333 compatriotes? Bon, la vérité est que dans le foot, même si c'est très rare, il y a aussi des contes de fées qui se réalisent, non? C'est, disons, le côté positif ou plutôt fantastique, non, de cette affaire. Parce qu'il y a l'histoire des pauvres, des favorisés du tiers-monde ou des banlieues occidentales qui arrivent réellement à être millionnaires. Et la France peut en raconter des très beaux, non? Mvila, Benzema, Gouvou, Giroud, Martial, Evra, ce sont des noms qui représentent aujourd'hui une partie particulière de la bonne société française. C'est une noblesse un peu prolétaire, mais là encore, il faut se détromper à travers les chiffres. Parce que le nombre des jeunes footballeurs qui s'entraînent et qui rêvent du conte de fées est infiniment plus grand que ceux qui y arrivent réellement. Non? En Allemagne, sont enregistrés au Deutsche Fußballbund, non, l'association de football allemande, plus de 25 000 clubs de football. Le total des membres s'élève à plus de 6 millions de joueurs. De ces 6 millions de joueurs, il y a à peu près 4 000 qui gagnent de l'argent. Ce sont ceux qui jouent dans les 4 premières ligues. Et de ces 4 000, il y a à peu près 200 qui peuvent accumuler des richesses importantes. Ceux qui jouent dans les équipes qui participent régulièrement dans la Ligue des champions de l'UEFA. Donc, pour mettre les chiffres en relation, la probabilité pour un joueur de foot d'arriver à de la réalité au conte de fées est de 1 à 30 000, ou bien de 0,00003%. Évidemment, dans ces chiffres se cachent les destins. C'est l'aspect du travail forcé que j'avais annoncé dans le titre de cette conférence. Non? Parce qu'il y a les histoires innombrables de jeunes garçons, pas encore des filles, en Afrique ou en Amérique latine, qui sont arrachés de leur famille à l'âge de 12 ou de 13 ans pour être envoyés dans les écoles de sport en Europe. Il y en a un exemple récent, c'est le nouveau chéri de l'euro des Français, c'est Dimitri Payet, qui est venu de la Guadeloupe au Havre à l'âge de 12 ans. Après un retour à l'île natale, à l'âge de 18 ans, il a fait une carrière qui suit une logique sportive et capitaliste typique, dans l'exception même, qui jouait à Nantes, à Saint-Étienne, à Lille, Marseille, aujourd'hui en Angleterre. Mais imaginez l'arrivée seulement de cet enfant de 12 ans venant de la Guadeloupe au Havre. La Masia de Barcelone est fameuse pour son succès éducatif au niveau du sport. C'est là où le FC Barcelone tire son orgueil. On pense aux souffrances endurées par les héros sportifs, mais que devient donc la majorité de ceux qui n'arrivent pas à jouer dans les premières équipes. Bon, avant d'entrer un peu plus dans les détails des aspects politiques et sociaux de l'affaire, je voudrais brièvement mentionner une 4e raison médiatique pour la fascination du foot. Bon, nous avons souligné la conformité parfaite du sport avec les lois du capitalisme.
Mais il y a aussi, je crois, aujourd'hui, considéré à partir de la perspective des spectateurs, une parfaite conformité du temps du spectacle avec les exigences de l'industrie des loisirs. Parce que c'est les temps des 90 minutes, non, ou plus précisément aujourd'hui des 85 minutes, non, avec une pause de 15 minutes, ce qui est un laps de temps repris à beaucoup de niveaux, notamment académiques. Non. Mais c'est le temps parfait du divertissement moderne, ce qu'on voit dans les lectures enregistrées, dans les films longs métrages. Non. Je crois que c'est la durée de la moyenne, ou peut-être maximale, non, de la concentration, non, possible dans une époque d'accélération temporelle à tous les niveaux. Il y a une forme de synchronisation, de nivellage, non, dans les stades et devant la télé, de comportements égalisés à une échelle mondiale. Non. Donc, ceci donne un cadre médiatique conformé dans lequel on pourrait ou bien admirer les 11 joueurs en tant que guerriers sublimés, ou bien manifester une certaine culture du support. Donc, les différentes facettes de l'attractivité du foot se résument dans une fascination des extrêmes, je crois. Ce sport réunit les aspects très beaux, mais aussi des éléments catastrophiques et dévastateurs de la vie sociale des humains dans le XXIe siècle. Donc, avec ces éléments d'explication de la fascination du foot, j'arrive donc à la deuxième partie, ou la vraie partie de la conférence, qui est un essai de traduction philosophique du problème. Il y a, comme dit, une dialectique entre le côté admirable, que je décrirais comme une libération potentielle de la pensée et des corps, et un côté répugnant, qui est l'asservissement réel de la pensée et des corps au niveau du foot. Donc, si on peut parler de vérité et du processus subjectif, je crois que le combat pour la vérité dans le foot se joue au niveau politique et artistique. Et de ces deux niveaux, je vais parler brièvement maintenant. Donc, rassemblons donc d'abord les aspects qui permettent de penser la relation entre le foot et la politique. Il y a, premièrement, comme dit, des éléments de compatibilité transculturelle en tant que phénomène mondial. Non ? C'est un principe d'entendement qui peut être propice aussi à des initiatives politiques depuis le bas. Non, un très beau exemple artistique aussi, un autre film, un documentaire, The Other Final, du cinéaste néerlandais Johan Kramer, qui a choisi les deux équipes en bas de la liste de l'association football de la FIFA. Et les deux équipes en bas de la liste sont le Bhutan et le Montserrat, non, une île, le Bhutan en Asie et le Montserrat, une île dans la Caraïbe. Et ce réalisateur il a invité une équipe de Montserrat pour jouer contre le Bhutan. Et c'était une rencontre des Bhutanais avec des Montserratiens. Et c'était ils se s'entendaient en rien sauf dans le foot, non, et ça marchait très bien. Et donc le foot est un moyen de communication entre les peuples, non, entre des individus qui participent au football, non, même sans en faire partie. Donc ni Bhutan ni Montserrat font partie des grands événements footballistiques de la Coupe du Monde, mais peuvent, on peut les réunir si on veut. Donc de cela, je tire une maxime théorique possible. Non ? Il y a une possibilité de rencontre et d'entente en référence à une certaine structure entre ceux qui ne sont pas comptés dans cette métastructure. Ça se voit aussi à un niveau plus élémentaire. Donc, si on va dans un terrain de foot et les enfants se réunissent pour jouer, non, ils peuvent le faire sans pouvoir se parler. Non, on parle toutes les langues, ils ne s'entendent pas. Normalement, il n'y a pas de contact parce qu'il y a des appartenances sociales différentes. Mais dans le foot, ils s'entendent. Non. Le deuxième aspect de la relation entre le foot et le politique, c'est l'identification culturelle régionale ou nationale.
Donc là, c'est une partie un peu plus critique. Non, si l'on s'identifie avec un club de foot, on se retrouve forcément dans une situation discursive qui questionne les origines. Non, c'est clair en Angleterre, c'est en France, en Allemagne, en Italie, Espagne, Belgique. Il y a toujours des oppositions, nord-sud, ouest-est, des barrières linguistiques ou confessionnelles. C'est d'ailleurs l'explication pourquoi il y a tant de fascination dans les derbies, ou des confrontations entre des équipes voisines. Il y a un aspect du beau spectacle dans cela. Si la police fait son boulot, non, comme ici en France, après les premiers échecs qu'ils ont endurés, non, c'est qu'on voit les Irlandais du Nord chanter ensemble avec les Hongrois, par exemple. Non. Mais il y a un aspect brutal aussi du phénomène des supporters violents, non, ou les hooligans, non, des fans de foot qui transmettent partiellement dirigés par des politiques nationalistes, d'affaires politiques actuelles, non, dans les rues. Non, parlant de l'euro, il y a évidemment, on avait parlé des relations entre les supporters et les politiciens russes, non, Ukraine, turcs et même anglais. Non. À ce niveau, on doit constater que le foot est un miroir de la situation actuelle en Europe. Non, il y a une préoccupante montée des mouvements violents fascistes. Non, les Allemands, il y a les ultras de la Saxe et de la Poméranie et de la Sarre qui ont fait spectacle à Lens dans la première semaine de l'Euro. Et c'est étonnant parce que ces gens-là, normalement, se luttent entre eux. Non, donc il y a les hooligans des Dresde qui vont à Berlin et ceux de Berlin qui vont à Rostock et qui se retrouvent pour chercher la conne. Non, mais ici en France, ils se sont réunis donc pour manifester en tant qu'Allemands en France, mais avec un background clairement néofasciste. Non. Il y a donc un nivellement des différences régionales qui mène à un renforcement des différences nationales. Donc il y a, autre point de la relation entre le foot et le politique, la possibilité d'un contact international, non, qui est biaisé par les grands succès nationaux, non, à partir d'une identification nationale ludique ou à court terme. Non, tout le monde est français pour supporter l'équipe de France. Non. Dans ce cadre, il y a un renversement possible, léger, des positions dans les affaires internationales, par exemple. Non, dans quelle situation mondiale le Brésil est plus fort que les États-Unis? C'est seulement dans le foot, non, malgré le 7-1 que je ressentis un peu aussi, du résultat de la demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Ici, on trouve une situation normale qui est celle de l'observateur neutre, non, qui est le consommateur tranquille et chéri du capitalisme, qui peut prendre des positions de David contre Goliath, par exemple, ou qui peut prôner des éthiques de juste victoire, non, ou une philosophie des possibilités manquées. Non. C'est une impulsion répandue chez beaucoup de spectateurs occasionnels de matchs de foot, notamment chez les gens civilisés, sages et sérieux. Non. Mais il faut dire qu'on ne peut pas espérer une action politique ni artistique de ces consommateurs-là. Le site événementiel dans le foot est plus sauvage, ne plus plébéien, je crois. Si on considère donc le foot dans son ensemble, en pensant à son histoire et son extension politique, on pourrait dire qu'il y a d'un côté un aspect pacifique comme principe inhérent au jeu comme bataille guerrière sublimée. Mais il y a aussi l'effet réel qui montre une réapparition constante de politiques réactionnaires. Non, et le nationalisme et le racisme sont deux exemples de cette réapparition. Donc, comme j'ai annoncé dans le titre, donc je vais parler un peu de cela. Nationalisme dans le foot. Il y a dans l'identification nationale, surtout quand elle dépasse le cadre ludique de la chose, un aspect bien néfaste. Non, et il y a des résultats
néfaste de cette connexion entre le foot et la politique aussi. Non. Il y a une guerre du football, non, la guerre des 100 heures entre le Honduras et El Salvador en juillet 1969. Non, c'est une guerre qui a éclaté après les émeutes des supporters dans le match de qualification pour la Coupe du Monde de 1970. Il y avait 3 parties et 2 matchs nuls avec un match décisif à Mexico qui donne la victoire au Salvador. Bon, le contexte est que dans cette guerre, il y a un groupement paramilitaire, les Marcha Brava, qui chassait les paysans salvadoriens illégaux qui travaillaient dans les champs de Honduras. Mais dans ce niveau, on peut voir que le hooliganisme ou le fan de foot rappelle l'aspect guerrier du spectacle, mais il y a aussi le phénomène d'une transition possible dans les deux sens, entre un supporter violent et les soldats d'armée légale ou illégale qui peuvent rediriger le combat du petit terrain contrôlé dans l'ensemble dans le plus grand de la guerre. Il y a des situations de tension internationale qui se sont véhiculées à travers le foot. Je prends des exemples de l'Amérique latine que je connais le mieux, entre le Mexique et le Guatemala, le Bolivie, la Chili, Colombie, Venezuela. Donc les matchs de foot entre Colombie et Venezuela sont très chauds jusqu'à aujourd'hui. Et évidemment, il y a l'influence des régimes militaires sur les matchs de foot à l'époque des dictatures latino-américaines. Je rappelle seulement la Coupe du Monde en Argentine en 1978, où il fallait absolument que l'Argentin gagne cette Coupe du Monde. Parce que ça aurait été difficile pour les vainqueurs de sortir de ce pays, évidemment. Mais je crois que ces tensions ne se réduisent pas seulement au tiers-monde. En Europe aussi, le foot peut être un médium de communication de conflits historiques. On prend les matchs Angleterre-Allemagne, par exemple. Si on veut condenser ou singer un peu les métaphores filées de la presse à la sensation, c'est des charbottés de choucroute contre les chimpanzés suant de la pierre. C'est un peu ça qui ressort toujours quand il y a les classiques. France-Angleterre aussi, j'imagine, beaucoup de clichés. Il y a beaucoup de clichés que vous connaissez beaucoup mieux que moi. France-Allemagne, évidemment, le contexte mentionné de la Nîmes de Séville et la poignée de main de Verdun. Le foot donne occasion d'un renforcement des discours nationalistes et racistes. Et aujourd'hui, je crois que ce qui importe, surtout en Europe, c'est la perspective interne. On a des problèmes au niveau raciste. Il y a un racisme latent et répandu en Europe qui devient ostentatoire lors des manifestations spectaculaires dont appartiennent notamment les matchs de football. Et ici, on peut faire une comparaison entre la France et l'Allemagne, par exemple. En Allemagne, on a un nouveau parti de droite, AfD, Alternative für Deutschland, qui est une partie plus à droite de la CDU, de Merkel, qui avait lancé un débat avant l'euro, parce qu'il considérait que les Blacks, les Noirs qui jouent pour l'Allemagne, ne sont pas allemands. Qui aimerait avoir Boateng comme voisin, disait un des représentants du parti. Il y avait toute une réponse dans le net avec beaucoup de gens qui, sur Twitter, sur une croix, qui disaient que Boateng, s'il vous plaît, devenez mon voisin. Donc, comme réponse à cela. Je crois qu'en Allemagne, on est peu en arrière de ce qui s'est passé déjà en France. Si on considère cette idéologie black, blanc, beurre de 1998, à l'époque où la France avait gagné la Coupe du Monde, si on croit à Daniel Cohn-Bendit, cette unité où cette identité black, blanc, beurre a vraiment existé. On considérait alors donc les banlieusards qui représentaient la France. Mais je pense que la vie difficile, cette perspective pacifique a une vie difficile.
en 2016, non, dans une époque où on craint des attentats terroristes attribuables à des fanatiques musulmans. Il y a, si on parle de politique dans le foot, l'aspect économique, non, des politiques réactionnaires. Il y a le capitalisme footballistique. Non. C'est évident, les ligues des champions a augmenté le niveau du foot qui se joue dans les grands clubs, c'est ce qu'on peut dire. Mais en même temps, le système est tel que ce sont toujours les mêmes équipes qui participent. Est-ce que l'argent peut tirer des buts ? Autrefois, c'était une consolation de la perspective populaire. Non, laisse faire les capitalistes, l'argent ne tire pas de but. Aujourd'hui, je crois que c'est moins sûr. Non. Il y a les nouveaux investisseurs, non, des grandes entreprises, notamment de gaz et de pétrole, qui investissent dans les équipes. Non, je vais prendre peut-être ici l'exemple du Paris Saint-Germain, non, qui est un exemple emblématique de la nouvelle économie financière. Non, comme en 2006, le club a été vendu aux investisseurs Colony Capital, Butler Capital Partners et Morgan Stanley. Non, à qui finalement on doit remercier que Paris Saint-Germain n'a pas fait faillite. Mais depuis le rachat du club en 2011 par le fonds Qatar Investment Authority, le chiffre d'affaires s'est élevé de 80 à 500 millions d'euros en un an. Et grâce aux investissements arabes, le PSG est le 5e club du foot le plus riche du monde. Est-ce que cet agent peut tirer des buts ? Oui, parce qu'en 2015, le Paris Saint-Germain réalise le premier triplé championnat de l'histoire du football français, gagnant les titres de championnat de France, Coupe de France et Coupe de la Ligue. Et cette année, ils ont même répété le succès. Il n'y a plus personne qui peut challenger le Paris Saint-Germain. Le discours, c'est l'économisme du financial fair play. Non, en Allemagne, tout est fait pour qu'une équipe peut toujours dominer toutes les autres, non, avec un capital tout à fait illégal, d'ailleurs. Non. Le président du Bayern de Munich, Ulrich Hoeneß, a été condamné à 3 ans et demi pour fraude fiscale. Non. Il devrait à l'État allemand une somme de 28 millions d'euros. Donc le chiffre d'affaires de ces paris sportifs peuvent s'élever à 500 millions d'euros. Pour être un peu polémique, on pourrait dire que M. Ribéry a trouvé un bon endroit pour continuer avec ses cochonneries et ses fêtes très coûteuses, des amis avec des prostituées adolescentes, mais bon, c'est la polémique. Est-ce que le foot est un miroir de la société ? Si c'est le cas, ça dépend du sujet. La vérité en politique dépend de la formation d'une procédure subjective fidèle à des acquis universels des événements d'émancipation. Je répète ici une fameuse phrase de Badiou. On en est très loin dans le foot, c'est clair. Mais la politique est un thème très difficile à tous les niveaux de la société. Non, donc le foot, finalement, n'en fait pas exception. Je pense que, pour reprendre donc cette idée philosophique de ce que je présente, que le sujet dans le foot n'est pas complètement impossible. Non ? Dans le foot, le sujet est adressé dans la mesure qu'il est un élément extériorisé d'une structure capitaliste puissante qui est liée, malgré les préférences des agents, à des cultures populaires. Pasolini, le poète communiste, qui est amateur du foot, le rappelle. Non, il y a d'autres positions artistiques, comme Borges, par exemple, qui est le poète aristocratique méprisant tout sport. Non. Et on peut évidemment décider de boycotter le foot. Non. C'est certainement une position critique valable dans le contexte occidental du XXe siècle. Non. Mais en même temps, je crois qu'on peut respecter aussi les amateurs de foot, les vrais amateurs de foot, non, qui ne sont pas automatiquement des consommateurs abrutis et de camps capitalistes. Non. Donc la question de base par rapport au conditionnement d'une procédure subjective dans le foot serait, par exemple, est-ce qu'on se laisse prendre par le jeu capitaliste, nationaliste ou raciste, non ? Ça, c'est une question du comportement dans le stade ou en famille. En regardant le foot, non ? C'est une question d'éducation, non ? Est-ce qu'on accepte les chants
radicaux, les bruits racistes, les cris de guerre appelant au meurtre de l'adversaire ou de l'arbitre, non? Est-ce qu'on accepte les injures, non, contre les Africains, contre les Juifs ou les musulmans, non? L'emblème négatif que je trouvais, c'est pris du American Football, non? C'est une image dans le net qu'on peut trouver un enfant de 5 ans qui montre la bouche grande ouverte, les yeux pleins de rage, son doigt majeur à l'équipe adversaire, non? Des 49ers. Non? Est-ce qu'on éduque pourquoi, si on veut éduquer sérieusement à ces enfants, pourquoi on laisse des exceptions? On accepte que le stade de foot, le terrain de foot, soit une exception à ça. Ça, c'est une question très simple qu'on peut se poser. Le foot est un champ de bataille. C'est le spectacle qui est utilisé effectivement par des forces réactionnaires. Or, en même temps, on peut l'utiliser à des fins critiques, voire politiques ou artistiques. Par exemple, l'équipe de France, comme exemple, on pourrait prendre l'équipe de France comme exemple d'une vieille maxime du communisme français. Non? Toute personne qui vit en France est française. Non? Ce serait si cette personne joue bien au foot, elle est acceptable pour l'équipe de France, ok, mais pour le reste. Donc, pour défendre une vérité politique à travers le foot, la maxime serait vouloir que le foot soit tel qu'on en aimerait en tant que miroir de la société. Donc, très brièvement, pour finir, la vérité artistique dans le foot. Il y a des procédures subjectives possibles dans le foot qui sont, par exemple, premièrement, de croire en l'art du jeu contre le calcul du capital. C'est la stratégie de certains entraîneurs aussi, non? Ou l'idée de la force de l'union des 11 qui peuvent gagner contre les 11 solitaires. Non, l'exemple typique peut-être c'est l'Islande-Angleterre, non, les joueurs non, de 3e classe qui gagnent un match de football non, contre les joueurs les mieux payés du monde. C'est possible dans un match de football. Non? Et on peut admirer la beauté de certaines actions, non, de certains buts, non, des dribbles, des écarts, des combinaisons mises hors jeu. Non, Pasolini, le poète italien, est peut-être le représentant le plus connu, non, d'un artiste, d'un poète, non, qui utilise le foot, non, comme matière, non, pour sa poésie, pour sa pensée. Non. Donc il y a une certaine beauté poétique ou événementielle des buts qui sont jamais les mêmes, par exemple, ou l'élégance de certains joueurs actuels ou historiques, non, Pelé, Maradona, Messi, non, ou bref. Il y a aussi, deuxièmement, donc des manifestations artistiques dans la culture populaire. Non. Le processus possible d'un sujet véritable qui s'inscrit dans le foot, non, en tant que situation sociale, c'est la situation du fanatique, dans le bon sens du terme, s'il y en a, non? C'est quelqu'un qui sacrifie toute sa vie, non, jusqu'à la mort presque, non, au support d'un club. Non, je veux prendre l'exemple d'Allemagne, non, le Borussia Dortmund, non, l'unique attractivité mondialement connue presque, non, d'une ville post-industrielle et très pauvre, non, qui attire, non. Qui attire les masses pour une manifestation artistique qui se trouve au stade, non, qui est un peu le seul intérêt culturel, non, de loin, non, de cette ville-là. Il y a des gens qui arrangent leur vie privée, non, à travers l'immobilier, des linges, parures de lit, ustensiles de la vie quotidienne, etc. Non, il y a un cumul d'objets d'adoration dans un processus quasi religieux qui a le risque qui propose le risque d'être le consommateur de la marchandise ou de l'idée même de supporter, non, le club dont on est supporter en donnant de l'argent. Non. Mais je crois qu'on peut parler d'un processus de fidélité artistique parce que ce processus est indépendant, non, du succès sportif ou économique du club. Non. La fameuse Südtribüne, la tribune du sud de la ville de Dortmund, qui réunit 25 000 personnes chaque samedi, et elle est là, toujours. Non, si le Borussia joue dans la 2e ligue allemande ou dans la Ligue européenne des champions,
ils sont toujours là. Non, les chorégraphes ne regardent même pas le match pendant les 90 minutes. Ils ont la télévision pour le faire après. Non, il y a des manifestations indépendantes, interrompues seulement par les buts, disons. Non. Donc, il y a des positions de ces fanatiques de clubs qui prennent des positions politiques aussi, non, en négociation ou en confrontation avec les directions, non, sur l'utilisation des drapeaux, des feux d'artifice, sur les prix des billets, etc. Non, la fameuse bataille des places debout contre les places assises, par exemple. Non. Bon, ça peut donner à des aberrations aussi, parce que autre exemple de l'Allemagne aussi, d'une certaine conséquence existentielle de la vie consacrée à son club, c'est que à Hambourg, le Hamburger Sportverein offre un enterrement dans le stade de son club, non, pour ceux qui veulent y mourir. Non. Et on peut acheter ça pour une somme importante. Bon, elle n'est pas beaucoup plus élevée que dans les entraînements normaux, mais ils ont un cercueil dans les couleurs du club. Il y a l'hymne du club qui va être chanté, et dans le stade, il y a un endroit réservé aux urnes, non, où on met les os brûlés du supporter. Non. Bon, dans les détails, ces manifestations sont très diverses. Non. C'est dans la manifestation artistique, non, de tout un chacun, non, dans la mode, non, des maillots, les écharpes, les autres vêtements sophistiqués, les arts du corps, non, coiffure, tatouage, non, aussi les commentaires. Non. Il y a dans toutes ces manifestations, je crois qu'il y a des lois de l'art propre, non, expression véridique selon les logiques artistiques. Cela vaut pour tous les arts, évidemment, pas seulement dans le foot. Mais dans le foot, politisé très fortement, il y a toujours la possibilité d'un positionnement politique à travers ça aussi. Non. Donc comment se positionner et se comporter face au complexe industriel et capitaliste méprisant pour le genre humain du foot. Non. Donc je vais terminer là en donnant un dernier exemple de la procédure artistique, en parlant un peu du film artistique du football. Non, je ne vais pas parler longuement parce que je vais vraiment finir maintenant. Le film artistique du foot est possible, non, quand justement, je pense, quand il évite les clichés. Non, c'est-à-dire l'histoire typique du pauvre de la banlieue qui s'entraîne fort et devient un grand champion. Non. Il y a des possibilités artistiques, non, qui sont, par exemple, analyser les répercussions culturelles du foot dans la politique ou dans la vie des personnes. Non. À travers le film artistique, on peut interpréter les constellations conflictuelles et événementielles, non, à travers les figures récurrentes d'un match de foot, non, comme fait Pasolini, par exemple. On pourrait un peu décrire, ils ont été décrits, comme j'ai déjà dit, non, les éléments pseudo- ou néo-religieux de la culture footballistique, les grands gestes d'angoisse, d'espérance, de délivrance, de déception, etc. Non. Dans le ciné, je crois qu'il y a une certaine relation avec la perception du temps aussi, non, parce que justement, les 90 minutes, c'est le temps typique du long métrage, non, donc l'idée, c'est de vivre les 90 minutes de manière différente. Autre exemple serait comme c'est un peu de contrefaire ou de présenter quelque chose contre le perspectivisme des chaînes de télévision, non, qui sont des détenteurs du champ du pouvoir économique. Donc, bon, pour conclure, pour vraiment terminer, je voudrais rappeler le fonctionnement général des procédures génériques des vérités qui sont possibles dans le foot. Non. Je crois que c'est les petits événements qu'il y a, non, c'est-à-dire dans le foot même, dans le terrain, dans les buts, non, ces inventions, non, poétiques, comme disait Pasolini. Non. Il y a des procédures de subjectivité menacées, non, par des mouvements réactionnaires. Non. Donc, c'est une vérité potentielle, non, à cause de son universalité, non, de principe, non, des langages artistiques concernés, non, au niveau du sport même et au niveau de sa perception. Et c'est-à-dire aussi au niveau de la vie de ceux qui font partie du spectacle. Non. Mais bon, voilà, tout commence par les sujets. Non. Et
nous, on va peut-être regarder ensemble tout à l'heure le match de foot. Donc nous, on est tous participants à un événement spectaculaire comme l'Euro 2016, non? Et comme on peut nous considérer tous comme amateurs du sport, de foot, non? Je voudrais vous inviter à l'être, non? D'une manière différente, anticapitaliste et universaliste en même temps, non? Et le fait que vous soyez venus à ce théâtre afin d'écouter de la philosophie, au lieu des commentaires toujours identiques des spécialistes de la télévision, est, je crois, un bon début. Merci beaucoup. Merci. Bon, ben, je voudrais vraiment remercier Gardo de Cabecqueux parce qu'il nous a fourni de façon extraordinairement précise et détaillée les fondements possibles d'une éthique du spectateur de foot, hein. Assez exigeante, je crois, quand même, hein. C'est-à-dire, c'est l'appel à un regard qui serait structuré indirectement par l'universalisme anticapitaliste et indirectement également par une perception des micro-événements à signification esthétique, finalement, dans le foot lui-même, et qui interdirait à son regard toute autre complaisance, finalement. Donc c'était vraiment passionnant d'avoir ainsi la possibilité de regarder un match de foot à l'écart de toute corruption, n'est-ce pas ? Donc merci de nous avoir donné la recette du spectateur incorruptible. Merci.